essayons de célébrer le 160e anniversaire de Chestov, qui est né en 1866 à Kiev, qui est mort à Paris en 1938, qui a eu une certaine notoriété à Kiev au moment de la Révolution, où on l'invitait à des conférences, etc. Quand il a vu brûler la manufacture de son père, dont il s'occupait, de tissus, Schwarzmann, il a décidé de partir, de quitter Kiev, et il s'est installé à Paris, où l'a beaucoup aidé Boris de Schlötzer. C'est Boris de Schlötzer qui l'a introduit chez Gallimard, c'est comme ça que son œuvre a été traduite par Boris de Schlötzer et a pu être publiée. Et cette édition est réitérée par Le Bruit du temps d'Antoine Jacotet, annoté par Ramona Cottial. Voilà, donc on peut trouver l'âge d'or aussi, d'ailleurs, avait publié. Alors je vous signale que les livres qui sont exposés ici sont en vente à la librairie. C'est la meilleure librairie de Paris. Voilà, donc je vous présente la première intervenante, c'est Françoise Le Sourd, qui va nous parler de Pascal et qui a eu l'idée du titre Qu'est-ce que Chestov, philosophe éthique. En 1923, année du tricentenaire de la naissance de Pascal, Chestov écrit une étude intitulée La nuit de Gethsémani, fondée sur un passage de l'évangile de saint Matthieu qui raconte la nuit d'angoisse passée par le Christ avant son arrestation et sa passion, et quand il demande à ses disciples de veiller avec lui pour le soutenir, et que par 3 fois, il les trouve endormis. En épigraphe à son texte, Chestov avait placé une citation de Pascal, tirée non des pensées, mais d'un texte intitulé « Le mystère de Jésus », où la notion de sommeil est aussi centrale et prend encore une autre signification, une autre ampleur. Je cite, « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Fin de citation. Le sommeil des disciples chez saint Matthieu était assez facile à interpréter, mais il avait déjà un sens symbolique. Il désignait l'impossibilité pour l'homme de répondre comme il le devrait à ce qui, a priori, est inconcevable, la souffrance divine. Mais cela veut dire aussi que la fatigue, les nécessités corporelles, tout ce qui nous rattache au monde sensible, est incompatible avec ce qui le dépasse radicalement, avec la vraie connaissance, celle du divin, mais surtout pour l'homme, avec sa propre existence absolument singulière et sa véritable destination qui dépasse donc le monde sensible. Le sommeil à lui seul représente donc tout ce qui est la nécessité du monde sensible. Et c'est ce qu'affirme aussi un autre penseur, Plotin, très aimé des philosophes russes du début du XXe siècle en particulier. Je cite Plotin, « Tant que l'âme est dans le corps, elle dort d'un profond sommeil. » Le recueil auquel la nuit de Gethsémani a donné l'impulsion, qui s'intitule Sur la balance de Job, comporte un chapitre sur Plotin. Et cette citation-là, tant que l'âme est dans le corps, elle dort d'un profond sommeil, cette citation se trouve justement au début du chapitre sur Plotin. La spécificité de Chestov, c'est qu'il interroge le christianisme occidental et la culture qu'il a générée à partir des positions du judaïsme. Le Dieu de Job, celui de l'Ancien Testament, affirmait sa toute-puissance face à Job qui se plaignait de ses malheurs. Il avait soumis Job, qui était pourtant injuste, aux pires épreuves. Et donc, à ses plaintes, ce Dieu de l'Ancien Testament répond « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Qui fixa les mesures, le sais-tu ?
Ta voix s'élève-t-elle jusqu'aux nuées et la masse des eaux t'obéit-elle » Fin de citation. C'est ce Dieu qui maîtrise les forces du mal, mais surtout qui met en évidence l'orgueil humain. Sa toute-puissance se manifeste par ce que Chestov appelle le caprice, le miracle, l'arbitraire. Même si l'idée de caprice peut évoquer l'absurde, entre la toute-puissance divine ainsi conçue et la sagesse humaine, il n'y a rien d'absolument incompatible. Elle n'est pas vraiment en dehors de tout ce qui représente la sagesse humaine. En revanche, avec le Dieu du Nouveau Testament, avec le Christ, la situation change radicalement. Parce qu'on a là un Dieu tout-puissant qui renonce volontairement à sa toute-puissance, qui s'humilie, qui se met à la merci de sa créature. Qui se met à la merci de sa créature pour partager ses souffrances et pour la racheter. On est là en présence de ce qu'on appelle un mystère, et d'où le titre donné par Pascal à son texte, c'est-à-dire quelque chose d'inaccessible à la compréhension humaine. Et le sommeil peut apparaître comme la symbolisation de cet écran qui sépare l'intelligence humaine de la sagesse divine. Ce nouveau message apporté par le Christ, qui n'était pas là pour juger le monde, mais pour partager les souffrances des hommes, n'avait rien de secret. Et pourtant, fondamentalement, il n'a rien changé dans le rapport de l'homme au divin, et surtout dans le mode de pensée. Sur ce point, Chestov, on peut le dire, est dans la lignée de Vladimir Soloviov. Et en même temps, il s'oppose implicitement à lui. Parce que dans la justification du bien, Vladimir Soloviov note que le passage du Christ sur terre a été le moment où un étranger, miséreux et condamné comme criminel, a été vu comme Dieu. Et notre vision de l'humain en a été changée. À partir de ce moment, l'humain est devenu une valeur absolue. Au contraire, mais le christianisme occidental n'a pas tenu compte du fait que cette valeur nouvelle de l'humain était indissociable de ce qu'on appelle la kénose divine, c'est-à-dire le fait que Dieu, dans le Christ, se soit volontairement réduit à la mesure humaine. Alors que c'est justement ce qui est dans le prolongement de l'Ancien Testament, de ce que Chestov appelle le caprice. La kénose divine est en dehors de l'ordre établi. C'est ce que Pascal appelle aussi la folie de la croix. Malgré cela, le monde occidental, devant ce qui aurait dû être une nouvelle représentation du divin, le monde occidental est resté dans le sommeil de la raison. Bon, ce qu'on appelle raison, c'est un petit peu réducteur dans ces cas-là, mais enfin, c'est la raison, cet assoupissement surnaturel, comme le dit Pascal, qui se limite volontairement à ce que Chestov appelle les évidences, la logique, l'ordre des choses. Ce sommeil s'est même accentué au temps moderne, avec la maîtrise de l'homme sur la nature, qui lui donnait une impression de puissance d'une pensée technique et scientifique, à l'exclusion des autres types de pensée. Comme le dit Jacques Maritain, pour la pensée moderne, une science du mystère est devenue impossible. Fin de citation. Loin de considérer la folie de la croix et de la prendre vraiment en considération, de lui donner toute son importance, l'homme, sans en être toujours conscient, place la pensée logique au-dessus de tout. Et Dieu lui-même est soumis à ses lois. Selon Chestov, je le cite, Dieu doit être loyal et comme les hommes, se soumettre à la loi qui est au-dessus de lui. Fin de citation. Descartes, emblème de la pensée moderne, a montré qu'elle pouvait, ou qu'elle croyait pouvoir,
je cite Pascal, se passer de Dieu. Rome, nom symbole du christianisme occidental, est devenu un État purement terrestre, régi par des lois terrestres, soumis aux grandeurs terrestres. C'est contre Rome que Pascal, selon Chestov, en appelle à Dieu. Le christianisme occidental n'a donc pas entendu le message, en fait, de l'Ancien Testament, la dernière réponse de Job à Dieu, lorsque, à la fin de ce dialogue imaginaire entre Job dans ses malheurs et Dieu qui lui répond que de toute façon, c'est sa toute-puissance qui d'ailleurs abaisse l'orgueil humain. Donc, la dernière réponse de Job à Dieu: « Je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Aussi as-tu raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas. Aussi, je me rétracte et m'afflige sur la poussière et la cendre. » La poussière et la cendre que je représente en tant qu'homme. Le trait d'union entre ce dont Job prend conscience et l'homme moderne qui continue de dormir dans la raison, c'est finalement l'orgueil aussi. Et la maîtrise de la nature, indissociable de la pensée moderne, a décuplé l'orgueil humain. Et c'est pourquoi le monde occidental, selon Chestov, n'a pas entendu le message du Christ qui était pourtant déjà en puissance dans l'Ancien Testament, comme le montre parfaitement le personnage de Job. Et Pascal était particulièrement sensible à cette dimension. Lui qui invoquait, je cite le mémorial, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. C'est dans le même esprit que Chestov affirme, à la fin de la nuit de Gethsémani, de son texte qui s'intitule La nuit de Gethsémani, Dieu lui-même a ajouté ses souffrances infinies aux souffrances de Job. Et à la fin du monde, l'affliction divine et l'affliction humaine réunies seront plus lourdes que le sable de la mer. Et finalement, on pourrait dire que la conclusion de Chestov rejoint celle du père Alexandre Maine. Le christianisme ne fait que commencer. Bon, donc merci à Françoise. Et maintenant, c'est Michael Bourmistrov qui va nous parler en français de Chestov et la phénoménologie. Le thème de mon rapport, c'est Léon Chestov et Edmond Husserl. Je remercie les éditeurs réunis de me donner la possibilité de partager quelques réflexions sur Léon Chestov ici à Paris. Parce que oui, ma vie a été profondément marquée par la rencontre avec Léon Chestov. Bien sûr, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, sauf si on peut dire au cimetière sur le bord de la Seine. Mais je peux l'appeler mon maître en philosophie. C'est Léon Chestov, une figure très importante pour moi. Mais aussi la figure d'Edmond Husserl, parce que je suis un peu phénoménologue aussi, oui. Et cette rencontre Chestov et Husserl, à mon avis, c'est une rencontre très remarquable. Mais il n'y a pas beaucoup de temps et on peut organiser cette réflexion autour de 5 points. La découverte par Chestov des textes d'Husserl et ses propres textes sur Husserl. Et quelques mots sur la passion de la vérité, Husserl et Chestov. Husserl comme antipode de Chestov et l'absence de présupposés. Et enfin, la crise de sciences européennes comme dernier mot de Husserl. Comment Chestov a-t-il découvert les textes de Husserl? C'est cela probablement produit après la publication en russe de la première grande œuvre de Husserl, Logische Untersuchungen, en 1909. Et c'était la première traduction de Husserl dans le monde. Et l'article de Chestov
Memento Mori, consacré à Husserl, a été publié en 1917 à Moscou. Et après son arrivée en France, il l'a repris dans Revue philosophique en 1926. Et oui, il faut maintenant passer à la problématique proprement philosophique de cette rencontre et cette lutte entre Chestov et Husserl. Chestov lui-même aborde cette question dans un texte publié juste après sa mort en novembre 1938. Ce texte a la mémoire d'un grand philosophe. Et on peut le lire non seulement comme un hommage à la mémoire de Husserl, mais aussi comme un résumé bref, presque final, de pensée de Chestov lui-même. Chestov commence par un paradoxe, comme d'habitude. Malgré tout son hypercriticisme, malgré toute cette attaque contre Husserl, c'est Husserl lui-même qui lui a proposé de le rencontrer personnellement à Amsterdam, où ils participaient tous les deux à un congrès de philosophie. Et pour Chestov, c'est là un témoignage d'intérêt rare de Husserl pour la vérité. Et c'est là un début typiquement chestovien. Comme dans beaucoup de ces textes, il n'y a presque aucune distance entre lui et les auteurs qui l'intéressent. Platon, Luther, Kierkegaard, Spinoza, etc. Et on dirait que tous ces penseurs se sont réunis dans une cuisine commune philosophique. Ils préparent ensemble une soupe et ils discutent avec passion pour savoir s'il faut y mettre de lait ou non. Il n'y a pas de distance. Ou plutôt, il y a encore plus que cela. Dans ce texte, Chestov pratique souvent une sorte de psychanalyse originale. À partir de phrases, de détails, lapsus, il tire des conclusions très, très sérieuses sur le monde entier de votre penseur. Dans le dialogue avec Chestov, du moins tel que Chestov la raconte, Husserl révèle le motif principal de cette entreprise philosophique. Dans la philosophie contemporaine, il n'y a pas de savoir véritablement sûr. Et la réponse de Chestov est très caractéristique. Et si le savoir est à ce point incertain, alors peut-être faut-il le pousser encore un peu et qu'il se brise. Et pour Chestov, Husserl et Nietzsche parlent à peu près de la même chose, du pouvoir terrible de la raison. De cette raison, au nom de laquelle l'homme est prêt à renoncer même à Dieu, à mettre Dieu entre parenthèses. Mais oui, il y a un article de auteur russe, Igor Chubarov, et cet auteur a posé des questions. Y a-t-il vraiment rencontre Chestov et Husserl ou non? Peut-être c'est une sorte de mythologie. Et oui, vraiment, c'est Husserl est antipode de Chestov. En 1917, Chestov, voyant Husserl en représentant particulièrement tout le rationalisme. Oui, et Husserl s'oppose à la métaphysique traditionnelle. Mais pour Chestov, il reste malgré tout dans la même tradition. Pourquoi? Parce qu'il fait de la raison humaine et de vérité de la raison une valeur ultime, stable. Et c'est précisément contre cela que Chestov a lutté toute la vie. Et pourtant, malgré cette opposition manifestée, il existe entre Chestov et Husserl des zones de proximité évidentes. La première proximité, c'est leur aspiration commune à une pensée sans présupposé.
Chestov lutte contre les présupposés, contre les normes, les lois, la rationalité, la morale, contre tout ce que prétend limiter l'homme au nom de la nécessité. Husserl, lui aussi, lutte contre les présupposés, mais il le fait autrement. Il suit le chemin de Descartes et il cherche un savoir immédiat, évident, un savoir qui ne repose pas sur le fondement métaphysique. Et bien sûr, il ne donne pas la même sens au mot évidence. Stop. Oui. Et le deuxième grand proximité, c'est le sentiment d'une crise sans précédent. Et il est intéressant de remarquer que la dernière grande œuvre de Husserl, la crise de sciences européennes, semble être passée à côté de Chestov. Le part de ce texte ont publié en 1935. Ce texte est vraiment très intéressant. Quand on lit ce dernier Husserl, on a parfois l'impression de lire un texte de Chestov lui-même. Et il dit que les sciences excluent leur champ de les questions les plus importantes d'existence humaine. Il dit aussi que le scepticisme généralisé à l'égard de la métaphysique témoignage et oui, l'idée centrale de cette œuvre de Husserl, c'est l'idée de monde de la vie, Lebenswelt. L'idée, Lebenswelt, à mon avis, c'est très proche de l'idée Chestov comme réalité à la base pour la vie. Et oui, les deux philosophes n'étaient pas de profonds connaisseurs de textes l'un d'autre, mais ils ont été des interlocuteurs. Ils se sont entendus. Le temps sorti de ces règles les pousse vers l'autre. Et au centre de cette question, cette problématique, il y avait le père de fondement, la perte de l'orientation vers la vérité et cette sorte de problème très sérieux. Et les étapes de cette crise, cette désagrégation, nous les voyons maintenant dans notre propre vie. Et c'est pourquoi ni Chestov ni Husserl ne sont pour nous des simples archives. Ils ne relèvent pas seulement d'une respectable histoire de philosophie. Ils sont nos interlocuteurs de ce monde qui reste aujourd'hui encore étrange et déchaîné. Merci. Michel Carassou, spécialiste de Fondane, va nous parler donc de Fondane qui fut le disciple de Chestov et on reviendra après à Chestov pour essayer d'élargir un peu Chestov lui-même au présent et enfin à sa succession. Dans ses rencontres avec Léon Chestov, il faut que tu mettes plus près le micro. Benjamin Fondane évoque sa première entrevue avec le philosophe russe dans le salon Vieillot de Jules de Gaultier en 1924. Fondane est à Paris seulement depuis quelques mois, mais les derniers articles qu'il a publiés en Roumanie avant son départ étaient consacrés aux révélations de la mort de Chestov. Mais, dira-t-il, il ignorait alors si l'auteur était toujours vivant ou s'il appartenait au siècle précédent. Et le voilà devant le grand vieillard maigre, Léon Chestov. Fondane est poète. Il n'est pas philosophe,
il le deviendra pour défendre la cause de la poésie, toujours condamnée à se soumettre aux contraintes de la raison, qui se dissimulent derrière les impératifs esthétiques, moraux ou politiques. Il le deviendra par amitié pour Chestov, et surtout parce qu'il perçoit dans sa pensée un écho à ses propres tourments. Il est alors l'un des rares à comprendre la question du philosophe, même s'il ne dispose pas des outils théoriques pour la formuler. Au contact du maître, dans leurs rencontres quasi quotidiennes, il acquiert peu à peu ses outils. Il progresse à grands pas, constate Chestov. Bientôt, il écrit sur Husserl, sur Nietzsche, sur Heidegger et bien sûr sur Chestov. À la fin des années 1930, il est devenu l'un des principaux représentants de la philosophie existentielle. Boris de Scholzer, le traducteur ami de Chestov, pouvait déclarer à celui-ci, qui rapportait ses propos sans amertume, « Je pense que votre philosophie a plus de chances de pénétrer dans le monde à travers Fondane qu'à travers vous. » Le disciple est devenu l'égal du maître. Est-il allé plus loin que Chestov, bien au-delà de Chestov, comme on a pu l'affirmer ici et là? Constatons d'abord que parmi ceux qui ont commencé à le suivre, plusieurs, Camus, Malraux, pour citer les plus connus, l'ont abandonné en cours de route. Il n'était pas facile, en effet, de l'accompagner jusqu'à ces derniers retranchements où ne subsistait plus aucune certitude. Non seulement il se dressait contre Socrate, Aristote ou saint Thomas, et faisait table rase de toutes les philosophies existantes, mais il ne proposait pas un nouveau système philosophique. Il s'attaquait à toutes les vérités établies, mais sans se référer à des vérités supérieures. Il niait non seulement les évidences du moment, mais la possibilité même de l'évidence, la possibilité même de connaissance. La liberté, selon lui, commence là où finit la connaissance, et contre le concept d'ordre, il brandissait la réalité de l'arbitraire. Comment aller plus loin dans le travail de Sape? Que reste-t-il au terme de la démarche chestovienne? Un être mis à nu, un individu qui s'est détourné des solutions raisonnables, valables pour tous, et qui va frapper là où il n'y a pas de porte. Demeure l'existant et sa soif de liberté. Que supprimer pour aller plus loin? Supprimer l'un ou l'autre reviendrait à nier toute la philosophie existentielle. En répétant inlassablement la question de Chestov, Fondane ne manque pas de dénoncer ces philosophes existentialistes qui, réhabilitant la connaissance, en arrivent à tuer l'existant. Cette dénonciation est particulièrement éloquente dans le Lundi existentiel, qui, pour être son dernier écrit avant sa déportation, apparaît comme l'état ultime de sa pensée. Et dans ce texte, il réaffirme le caractère indépassable de la pensée de Chestov. Je cite, « Si j'avais à donner
avec mes propres mots un raccourci de la pensée de Chestov, je crois que je ne pourrais me permettre de lui prêter ce tour audacieux. Ce n'est pas l'homme qui a été fait pour la vérité, mais la vérité qui a été faite pour l'homme. La vieille philosophie existentielle, celle des prophètes, de Jésus, de saint Paul, de Luther, atteint ici son maximum d'audace spéculative. Fondan ne pense pas aller plus loin que Chestov dans l'audace spéculative. Il n'envisage pas davantage de penser une autre philosophie de l'existence, une nouvelle philosophie de l'existence. La vieille philosophie existentielle lui suffit, celle des prophètes, de Jésus, de saint Paul, de Luther, issue de deux propositions premières qui comptent 2000 ans de durée. À Dieu, tout est possible, et Dei est et filii excelsi omnes, vous êtes des dieux et des enfants du Très-Haut. C'est dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, que Kierkegaard et Chestov ont trouvé leur philosophie toute faite, pour ainsi dire d'avance, répondant à leurs questions. Pour Fondan, faisant abstraction de la révélation, seule compte la philosophie du livre. Seul parmi les livres, le livre craque sous la pression d'une possibilité infinie, ouverte à l'homme, d'un absurde, à tout instant prompt à rompre le sérieux d'un pouvoir auquel nous sommes invités à participer. Point n'était besoin de chercher d'autres fondements à la pensée existentielle. Il n'y avait rien à ajouter, rien à retrancher. Tout était dit depuis 2000 ans, mais cette pensée n'était pas entendue. Sans relâche, Chestov a répété sa question et Fondan a répété la question de son aîné en la modulant, en la reformulant avec ses mots à lui, en fonction des hommes et des situations, en lui trouvant de nouveaux terrains d'investigation, par exemple la poésie, Rimbaud, Baudelaire, mais sans rien modifier de son sens profond. Ainsi, pendant la guerre, Fondan fait-il dialoguer la pensée existentielle avec les travaux de deux scientifiques, Stéphane Loufasco et Lucien Lévy-Bruhl, qui ont ouvert des perspectives nouvelles dans leur discipline, respectivement la microphysique et l'ethnologie. S'attachant à l'œuvre de Loufasco, il montre que l'introduction par celui-ci dans la logique d'une dose de contradiction ne retire rien à la critique de la raison effectuée par la pensée existentielle. Dans les recherches de Lévy-Bruhl, il retient la pensée de participation chez les peuples dits primitifs, qui lui apparaît peu différente de la pensée de participation qui irrigue le livre. Ainsi voit-il en Lévy-Bruhl, redécouvrant ce mode de pensée, un philosophe existentiel qui s'ignore. Fondan ne trouve pas chez ses auteurs de nouvelles perspectives pour la philosophie existentielle, mais dans un dialogue avec eux, des occasions de mettre en lumière la pertinence de cette philosophie et son caractère immuable, ainsi que sa convergence avec les recherches les plus avancées de son époque. La philosophie existentielle fait preuve de la plus grande audace spéculative parce qu'elle est d'abord une philosophie vécue. Vécue
par l'homme singulier, confronté au malheur, qu'il refuse et crie sa révolte. Fondane n'adhère pleinement à la pensée de Chestov qu'après avoir fait l'expérience du malheur, à la mort d'Armand Pascal, son beau-frère, son ami le plus cher. Cette pensée l'accompagnera toute sa vie, et en particulier dans les moments difficiles. En juin 1940, au moment de l'offensive allemande, le soldat Fondane écrit à sa femme et à sa sœur « Le dernier quart d'heure, sanglotons, mais ayons du courage. C'est le moment de vivre notre philosophie existentielle. Quand l'empirique est perdu, quand la force a vaincu, quand l'impossible est là, c'est alors que la foi commence. Puissions-nous la voir. » Tout est dit, soyons certains que jusqu'à la fin, à Auschwitz, Fondane a vécu sa philosophie existentielle. Je voudrais juste ajouter un mot. On a dit Fondane, disciple unique de Chestov. J'ai pas dit unique. Moi, je l'ai dit quelquefois. Ah, toi, tu l'as dit pas. Je l'ai dit quelquefois. Mais c'est oublier quelqu'un d'important qui est Rachel Besvalov. Besvalov a été peut-être critique à certains moments vis-à-vis de Fondane, mais elle est une authentique philosophe existentielle. Et le débat qu'il y a entre les trois, Fondane, Chestov, Besvalov, est absolument passionnant. Je vous remercie. Donc, Ruslan Nochakov aura une intervention sur la balance de Job et le levier d'Archimède. Mesdames et messieurs, le rapport présenté a pour thème la balance de Job et le levier d'Archimède. René Descartes commence sa deuxième méditation métaphysique par le célèbre problème d'Archimède destiné à illustrer de manière évidente toute l'ampleur métaphysique de son projet. Il dit Archimède, pour tirer les globes terrestres de sa place et les transporter dans notre lieu, ne demandait rien qu'un plan qui fut fixe et assuré. Aussi, j'ai le droit de concevoir d'autres espérances si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose qui soit certaine et indubitable. En se comparant à Archimède, Descartes veut dire qu'au sein des brouillards des images trompeuses dans lesquelles se noie notre monde, il est nécessaire de trouver un point fixe et mobile qui deviendra le fondement de toute vérité incontestable. La tâche d'Archimède, soulever la globe terrestre à l'aide d'un levier dont le point d'appui doit se trouver hors de la Terre, est présentée par Descartes dans sa version métaphysique, puisque le fondament indubitable de toute vérité sur le monde doit lui aussi se situer hors du monde tout entier. Ce point d'Archimède et cartésien devient l'évidence même de la conscience, présentée par Descartes sous la forme de l'identité métaphysique, ego égale cogito. C'est précisément en prenant appui sur ces points qu'il devient possible la relation cartésienne. En posant cette identité comme point d'appui, nous transportons ailleurs l'ancien monde entièrement incertain, afin d'édifier à sa place un monde nouveau, entièrement pénétré par la lumière de la raison. L'ego cogito devient alors lui-même la source de vérité claire et distincte, s'enchaînant les unes aux autres selon les règles de la méthode. Dès lors, la liberté consiste à suivre l'ordre de ces vérités dont la clarté et la distinction excluent toute alternative, et de laquelle la liberté de choix, la libre arbitre. À la lumière de ces vérités irréfutables, la liberté de la volonté comme possibilité de choisir est abaissée par Descartes pour rendre le plus bas degré de la liberté, ne témoignant que d'un manque de clarté et de distinction. En effet,
Dans une situation d'incertitude, nous sommes contraints d'effectuer un choix à nos risques et périls. Et la liberté de choix n'est pas garantie par l'ordre de vérité apolitique. Elle se caractérise donc par l'indifférence, puisque quand le terme de l'alternative ne possède pour nous un pôle ontologique particulier. Il existe donc deux libertés chez Descartes. La haute liberté de l'évidence qui exclut la possibilité même du choix en raison de l'évidence de vérité offerte à notre entendement, et la basse liberté de l'indifférence. La frontière entre ces deux libertés est constituée par le sujet cartésien ego cogito, qui protège la véritable liberté de la raison contre l'intrusion de la basse liberté de l'indifférence, toujours liée à l'arbitraire. Ainsi, le point d'Archimède ego cogito se déploie en un ordre rationnel de l'être correspondant à l'ordre de vérité analytique de la raison, formant le contenu de notre entendement. C'est précisément ici que Léon Chastov voit la véritable défaillance de la liberté tomber sous l'hypnose des vérités éternelles de la raison. Revenant à la célèbre métaphore le technicien de la caverne, où des prisonniers enchaînés prennent l'apparence pour la vérité, Chastov cherche à montrer que la liberté comme synonyme de la clarté et la distinction est en réalité une véritable servitude, dont on est pu se libérer comme brisant le champ de la raison. Dans Athènes et Jérusalem, Chastov écrit, je cite, les habitants de la caverne voient clairement et distinctement tout ce qui passe devant eux, mais plus leur confiance en ce qu'ils voient est fermé et solide, plus leur situation est désespérée. Ils doivent chercher non la clarté et la distinction, non la solidité et la stabilité. Au contraire, ils doivent éprouver le plus grand soupçon, une immense angoisse, et faire un effort spirituel pour briser les chaînes qui les attachent au lieu de leur captivité. Tout cela nous pousse à examiner plus attentivement cette étrange pointe d'Archimède ego cogito, malgré sa lumière éblouissante, qui nous empêche de voir ce que cette lumière dissimule. La lumière aveuglante qui nous empêche de voir quelque chose qui est une idole. On ne peut donc vaincre l'idolâtrie de la raison qu'à condition d'oser regarder sans pur cette lumière aveuglante afin de voir l'invisible à sa propre source. Il faut découvrir dans le cogito lui-même les perspectives inversées qui est des murs cachés. L'invisible dissimulé par la lumière du cogito et la liberté comme différence, humilié et réprimé par Descartes comme le plus bas degré de la liberté. Est-ce que cette liberté de différence révèle une force sans fondement soutenant le cogito lui-même ainsi que les visions scientifiques du monde qu'il implique? Peut-être un peu plus fort. Oui, il y a des personnes qui entendent mal. Remarquons d'abord que le cogito lui projette derrière lui un nombre présent les figures d'une manière génie, pur tout puissant, dont le pouvoir suffit à transformer le monde que nous percevons en une illusion totale. Il semblerait que les figures du pur tout puissant soient introduites par Descartes comme procédé méthodique, afin de démontrer la force irréfutable du cogito, devant la vérité duquel le malin génie s'est réduit en poussière. Le malin génie est incapable de résister à la lumière éblouissante du cogito qui dissipe toute ombre. Désormais, prenant appui sur la vérité évidente du cogito, il devient possible de construire un nouveau monde illuminé par la lumière de la vérité éternelle. Cependant, dans ce passage du monde capturé par le mauvais génie à la vérité du cogito, quelque chose de très important demeure malgré tout dans l'ombre. Dans les mêmes raisonnements de Descartes, où apparaît les figures du malin génie, alors qu'il n'est pas encore question du cogito,
il est indiqué une force capable de résister à toutes les ruses de ce génie. Cette force est notre capacité à suspendre notre jugement et par conséquent à ne pas devenir victime de l'intempérie universelle. Dans les premières méditations métaphysiques, Descartes dit, je cite, je demeurerai absolument attaché à cette pensée. Ici, par ce moyen, il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité. À tout le monde, il est en ma puissance de suspendre mon jugement. Ainsi, il existe une force si puissante que même le malin génie est impuissant de démontrer. Puisque je suis capable de poser une barrière à chacune de ces draperies en refusant d'y consentir, suspendant ainsi toute image et tout jugement qui m'est proposé. Je me place dans un état d'indifférence, c'est-à-dire dans une position d'égale distance à l'égard de tout ce qui constitue l'ensemble de mes représentations du monde, réalisant précisément cette liberté comme indifférence. Et plus encore, en réalisant cette liberté d'indifférence, je me trouve au point zéro du monde, là où toute vérité proposée est neutralisée par ma puissance de suspendre mon jugement. Ainsi, la liberté d'indifférence apparaît comme la manifestation d'une puissance absolue concentrée au point zéro du monde, là où le monde est pesé sur la balance de Job. L'évanouissement de la liberté survient au moment où ce point zéro du monde est remplacé par le point d'Archimède. Et dans ce cas, la balance de Job se transforme en levier d'Archimède, tandis que la liberté comme indifférence est obscurcie par la liberté éclatante comme évidence de la raison. Ce n'est qu'au prix d'une telle substitution que devient possible l'égalité métaphysique cartésienne, ego égale cogito, que même Jean-Paul Sartre a considéré comme une illusion totale. Cependant, l'édifice de la métaphysique cartésienne est construit au-dessus d'un abîme. En effet, notre entendement infini, qui est le centre des idées claires distantes, est lié à une volonté infinie par nature. Et dans cette disproportion entre l'entendement infini et la volonté infinie, Descartes voit la source permanente des allures et des illusions. La raison, selon Descartes, la raison n'est rien d'autre que l'établissement de la proportion entre l'entendement fini et la volonté infinie. Car ce n'est que cette condition que le contenu de notre entendement acquiert une réalité objective. Notre entendement est traversé par l'idée d'infini, qu'il est impossible d'inscrire dans une relation de proportion, puisqu'il n'existe dans notre entendement aucun objet correspondant à cette idée. Ainsi, puisque notre entendement infini ne peut produire de lui-même l'idée d'infini, sa source ne peut être que le réservoir de la volonté infinie. Dans l'idée d'infini, l'entendement dépasse ses propres limites. Une dimension de transcendance s'ouvre en lui. L'olivier d'Archimède redevient alors la balance de Job, sur laquelle il pesait le monde avec toute ses vérités claires et distinctes. L'égalité métaphysique ego égale cogito se transforme en inégalité ontologique ego non égale cogito, puisqu'il apparaît que penser l'infini est quelque chose de plus grand que les moi qui pensent. Cette inégalité ontologique fut exprimée par Emmanuel Levinas. Il dit, je cite, en pensant l'infini, le moi d'emblée pense plus qu'il ne pense. Cette sortie de l'entendement hors de lui-même, Platon appelait enthousiasme, ou délire divin, qu'il faut comprendre comme l'état suprême de l'esprit. Les pensées, comme le rappelle Léon Chastov, est une parole extatique. Ici, selon les mots de Blaise Pascal, l'homme dépasse infiniment l'homme, parce que le cœur a sa raison et la raison ne connaît pas.
Merci. Merci, Ruslan. Nous allons ressortir de Chestov avec l'intervention de Françoise Schwab, qui est l'héritière spirituelle de Jankélévitch. Voilà. Merci Anne de me donner l'occasion à nouveau, après les Treilles, d'associer ces deux noms. C'est vrai que parmi les grands esprits russes exilés à Paris après la Première Guerre mondiale, Chestov est d'une influence considérable, bien que trop peu connue sur la pensée française. La présence d'une indéniable affinité spirituelle permet d'associer la pensée du philosophe Chestov à celle de son cadet, Vladimir Jankélévitch. Des liens profonds les unissaient au cœur d'une sensibilité slave nourrie de sources communes. Jankélévitch fut contemporain de Chestov dans sa jeunesse, qu'il découvre par l'entremise de son père, qui était médecin d'origine russe, traducteur et fin lettré. Il l'évoque ainsi. « J'ai lu beaucoup de penseurs russes, notamment les penseurs de l'immigration, les représentants de ce qu'on appelle, d'un terme très approximatif, l'idéalisme de la pensée russe à l'étranger. Je me rappelle avoir connu Berdyaev. Chestov, qu'en un sens j'admire davantage, parce qu'il est peut-être plus absurde, plus génial. Je l'ai beaucoup moins connu. Je l'ai vu chez Paul Boyer rue de Lille avec sa barbe de prophète. Je l'ai moins fréquenté, je l'admire beaucoup. C'est peut-être de celui de tous les philosophes qui m'a le plus influencé. Je dois le dire, je l'imite, quoi. Bien longtemps, je me suis pris pour Chestov, j'étais Chestov réincarné. Or, s'il fait état de son admiration pour Chestov, il ne l'imita pas vraiment, mais il fit sien son esprit. Dans le corpus des œuvres de Jankélévitch, émaillé de citations, d'allusions à la référence et de références à la pensée de Chestov, tout cela forme la trame d'un chemin de pensée à la fois proche et lointain. Donc je vais dire quelques mots de la proximité, ressembler, dissembler. Leurs œuvres à tous deux n'ont pas connu le bruit d'une publicité. Elles se sont poursuivies dans le silence, dans une méditation solitaire. Sans se replier sur elles-mêmes toutefois, dans la pure tradition socratique, elles se perçoivent comme une aventure qui se veut l'affrontement courageux de l'homme et de son époque. Offrant le témoignage vivant d'une pensée à contre-courant, elle se situe le plus souvent dans les marges, les à côté. Je ne peux pas être démodée, puisque je n'ai jamais été à la mode, avouait Jankélévitch, comme un écho aux paroles de Chestov. Pourquoi faudrait-il toujours suivre les itinéraires insipides du tourisme philosophique ou musical? Ainsi, comme Chestov, Jankélévitch est un philosophe des confins, un penseur des limites des chemins buissonniers, pensé au frontières de l'ultime, tel fut leur objet. Tous deux, penseurs ingénieux, posateurs ingénieux, non dénués d'un certain lyrisme, ils furent par leur souffle, leur pneuma, des médiateurs frayant le passage subtil de l'existence à l'être. Le philosophe, nous dit Chestov, doit vivre de sarcasme, de raillerie, d'inquiétude et de lutte, de perplexité, de désespoir et de grands espoirs. Et on ne peut se permettre la contemplation et le repos que de temps en temps pour reprendre son souffle. Ainsi, selon tous les deux, la philosophie doit troubler les hommes et non point les tranquilliser. Elle relève en ce sens de la curiosité amoureuse. Tous deux nous font partager leurs contradictions théoriques, renvoient dos à dos les concepts, concluent qu'ils ne sont pas adéquats. Ils nous livrent une pensée en train de se faire, en épuisant tout ce qu'il y a de pensable dans les questions qu'ils se posent. Et ils nous mènent jusqu'au point insaisissable où les incompatibles freins de la pensée conceptuelle font surgir une présence fulgurante qui fait voler en éclats les certitudes d'un ceci ou d'un cela. Pensée contradictoire? Bien sûr, comme la philosophie elle-même. Seule et convaincant et révélatrice d'une intention sincère, l'aptitude de l'homme à s'engager dans l'action réelle, selon Jankélévitch, ou dans l'aporie féconde, selon Chestov. Tous deux déclarent la guerre aux évidences, cultivent avec complaisance le paradoxe et même le professent, dans le désir de soulever un doute sur les capacités de l'homme à remettre en question son cheminement confortable. Les chemins de traverse sont leurs royaumes incontestés, ils s'y meuvent avec aisance dans les lieux où l'analyse trébuche. Ils font de belles rencontres et poursuivent leur propre chemin, tout en laissant à ceux qui viennent après le désir de ne jamais trahir leur bonne foi. Jankélévitch s'accorde au vu de Chestov lorsqu'elle nous enjoigne de nous opposer aux simplificateurs. Si nous souhaitions trouver une synthèse, ces deux penseurs de l'antagonisme nous invitent à en perdre l'espoir. Tous deux partagent un goût très prononcé pour la pensée aphoristique. Jankélévitch se plaisait à souligner ce côté génial, fulgurant,
aphoristique de son aîné. En effet, Chestov ne fut pas considéré comme un philosophe créateur de pensée conceptuelle, structurée, mais bien plutôt comme un démolisseur de principes, un maître de l'aphorisme. Et Jankélévitch appréciait cela. Il prenait de même à son compte la charge ironique d'une certaine absurdité chestovienne, celle qui nous mène à une connaissance plus libre, plus ouverte, plus personnelle. Lui-même étant souvent qualifié de philosophe inclassable par ses pairs, tant son œuvre entremêlait des rigoureuses analyses morales et des envolées lyriques et poétiques au cœur de la musique. Leur visée à tous deux, toujours inquiète, s'attache à ce qui n'existe pas ou à peine. Une forme d'inexprimable, d'ineffable se réverbère alors en elle. Ils se tiennent à la limite des abîmes et des impondérables pour en scruter le mystère. Ce point de tangence avec l'inaccessible définit l'instant philosophique par excellence, celui où la pensée devient lucide. Dans cet éclair, la grâce peut apparaître. Dissembler. Penser selon Chestov, c'est dire adieu à la logique, bien souvent. Je le cite. « J'espère que tôt ou tard, la philosophie, contrairement à la science, sera définie de façon suivante. La philosophie est l'enseignement de vérité qui n'oblige personne. » Dans cet esprit, ses œuvres se fondent sur le désespoir, non sur la raison. Il se réfère à la Bible, au texte de la foi, aux œuvres de Shakespeare, de Nietzsche, pour contester la puissance de la raison et la violence qu'elle engendre, sachant que, nous dit-il, quelle que soit la quantité d'énergie spirituelle qu'un homme mette dans son œuvre, il reste toujours à la veille de la vérité. Il ne trouve pas le mot de l'énigme. Telle est la loi humaine. Fin de citation. Jankélévitch disait à cet égard, l'impressionnisme de M. Chestov se meut en quelque sorte, je le cite, sur une corde tendue à travers le vide. Mais il y circule avec tant d'aisance, tant d'agilité qu'il donne bien cette sensation de profondeur vertigineuse qui empoigne l'esprit lorsqu'il se penche sur le chaos irrationnel. Fin de citation. Ainsi, tout en lui accordant le mérite d'une nouveauté vivifiante, Jankélévitch, pour sa part, est bien loin d'adhérer à cette forme d'absurdité slave que Chestov manifeste. Lui-même ne s'autorise pas toutes les formes de liberté que Chestov prend avec la raison, car il disait « croire contre la raison est une tâche impossible ». Ainsi, viser le divin, selon lui, ne pouvait s'effectuer qu'au sein de la vie morale, celle-ci étant le lieu de l'arrachement, du sacrifice, de la douleur et du dévouement. Refusant la complaisance et les consolations religieuses et les solutions des consolations religieuses, la vie morale, nous disait Jankélévitch, renvoie au faire laborieux, à l'exercice sur terre, comme eût dit Pascal. Pour sa part, Jankélévitch oppose le pouvoir du sérieux à l'irrationalisme chestovien. À la pensée tragique privilégiée par son aîné, Jankélévitch substitue l'idée de sérieux, ratifiant la vocation du devenir. Tous deux portent une attention particulière au problème de la mort, cet événement dont chacun garde un demi-savoir, une entrevision. Selon Jankélévitch, cette apparition sur Terre, dans le temps, pour une durée déterminée d'une conscience, est le seul point positif de la vie. Seul ce passage, cet avoir été, est irremplaçable et sérieux. Le scandale de la mort dénude notre destin, disait-il. Elle est le sérieux de la vie, le sérieux de notre liberté. Il n'en est pas de même pour Chestov, qui lui a une vision plus cathartique de la mort. Je suis obligée de schématiser et de ne pas faire un grand dialogue. Jankélévitch notait d'ailleurs que Chestov était suffisamment extrémiste pour faire du miracle négatif de la mort le principe de la souveraineté inconditionnelle de l'homme. Dès lors, l'homme doit vivre en présence de la mort dans la nuit de la contradiction en acte. Conclusion, j'ai survolé évidemment tout cela. Il serait présomptueux de s'engager dans l'étude de ces deux pensées qui offrent de si grandes résistances à toute tentative d'en rendre compte. Quiconque a lu un seul de leurs livres ne saurait s'en étonner. Les choses qu'ils jugent les plus importantes sont les plus impalpables et moins exprimables. Toute schématisation abrupte va à l'encontre de la subtilité et de la fugacité de leurs intentions à tous deux. La philosophie de Chestov et celle de Jankélévitch convergent en un point. Elles exigent l'adhésion du cœur et de l'esprit et ne peuvent être captées que dans le sens de la futurition, c'est-à-dire à l'endroit. Ils sont vivants aujourd'hui, plus que jamais, et nous avons toujours le bonheur de nous couler dans leurs paroles, dans leurs écrits. Je vous remercie. Bravo. Nous allons avoir la seule intervention avec traduction. Roman Zolotavitz qui va nous parler
de l'apothéose du déracinement. Et Françoise a la gentillesse de faire une traduction. Roman nous arrive d'Allemagne, il est venu exprès pour la soirée, ce qui est quand même très gentil. Donc l'épigraphe est de Mikhail Bakhtin. Il n'y a rien de mort, chaque sens aura sa fête de renaissance. Ou la fête de sa renaissance, connaîtra la fête de sa renaissance. А в доме у Анны есть кресло, в котором сидел Шестов и использовал. Я думаю, что есть русскоязычный, так что вы можете. Да, сначала это. Ah oui, alors chez Anne, il y a un fauteuil dans lequel Chestov a... Berdiaïev, quand il se dispute. Pardon, Berdiaïev était assis. Quand Berdiaïev et Chestov se disputaient, ma mère me racontait que Berdiaïev était dans un fauteuil qui est maintenant chez moi. Voilà. Ah ouais, d'accord. L'histoire. Bon, mais parce que le fauteuil dont il va être question maintenant est celui où on suppose qu'est assis Chestov. И я прошу представить себе, что это кресло стоит здесь, и прошу вас мысленно посадить сюда самого Шестова, мысленно посмотреть на пустой стул, громче. мысленно посмотреть на этот пустой стул и посадить сюда самого Шестова. Bon, donc cet exposé donc s'intitule Le dialogue avec le fauteuil vide de Lev Isaakovitch Chestov. Alors, on vous propose de regarder cette chaise comme le fauteuil, donc, ou encore l'aiguilleur de la philosophie russe. Дорогой Лев Исаакович, эту книгу считают апофеоз беспочвенности. Attendez, oui. Bon. Считают главной вашей книгой. Когда вышла эта книга, вам не было 40 лет. Oui, donc, lorsque ce livre est sorti, vous n'aviez pas encore 40 ans, alors que les philosophes atteignent la maturité vers 60 ans, pas avant. L'apothéose est un sujet très actuel pour vous peut-être, et alors certainement un sujet particulièrement personnel. Maintenant, c'est un sujet qui est sur les lèvres de tous les gens qui pensent. Для вас тогда это слово было скорее личное, апофеоз внутри вас. Теперь это социальный феномен. Maintenant, le déracinement est un phénomène social. В 1905 году философские предельной литературы было написано уже много, даже слишком много. Первая в истории мировая война привела к обрушению звезд мысли, трагическому обвалу. En 1905, il y avait beaucoup déjà de littérature à la limite de la philosophie qui avait été écrite, même peut-être trop. La Première Guerre mondiale a conduit à l'effondrement, même à la chute de beaucoup d'étoiles de la pensée et à un effondrement tragique, un écroulement tragique. Всякий мыслящий уже был заложником всего, что уже сказано. Но, кстати, вы уже были заложником в 12 лет. Террористы-народовольцы украли вас и полгода держали, требуя выкуп с отца Исаака Шварцмана. Donc, s'adressant à Léon Chestov, mais, aujourd'hui, donc, tout homme qui pense est otage de ce qui a déjà été dit. Mais au fait, vous-même, vous avez été un otage lorsque, à l'âge de 12 ans, les terroristes de la volonté du peuple vous ont kidnappé et vous ont tenu tenu prisonnier, enfin pendant 6 mois.
Comment? À 12 ans. Oui, Oui. oui, oui. Exigeant une rançon de votre père, Isaac Chartman. Et vous n'avez... Ça, vous l'avez... Это вы не сказали, но... Vous n'avez raconté à personne. Vous n'avez raconté à personne. Ça, c'est d'ailleurs très intéressant. Vous n'avez raconté à personne comment vous vous êtes trouvé tout entier plongé dans ce feu de la lutte de classe. Если зайти с непарадного входа в вашу мастерскую, Лев Исаакович, непрезентабельную, может быть, заваленную всякими недоделками, мусором, мы увидели бы множество черновиков и недоделанных работ, которые так никуда и не вошли и лежат в архиве Сорбонны. Si on entre dans votre atelier par l'entrée de service, Lev Isakovitch, un atelier qui n'est peut-être pas très présentable, qui est encombré par toutes sortes de rebuts, des choses non finies, des esquisses, des brouillons, qui n'ont finalement rien donné et qui se trouvent maintenant dans les archives de la Sorbonne. Если мы нырнем в эти незаконченные, лишенные блеска отрывки, читатель проникнется свободным критическим духом, смелостью встречи с сырым материалом. И тогда вдруг мы находим жемчужины мысли. Si nous plongeons dans les fragments, dans des fragments privés de tout éclat vraiment achevé, le lecteur se sent pénétré par un esprit critique libre, par l'audace de la rencontre avec le matériau non... Oui, brut, merci. Et alors, c'est alors que nous trouvons des perles de la pensée. Следя за его спонтанной мыслью, мы чувствуем, что мастер может все, не может только не мыслить. И мы начинаем понемногу видеть связь между озарениями, точками удивления, как назвал бы это Библер, совсем не логическую связь, а живую, даже эмоциональную. Donc, suivant cette pensée spontanée, nous sentons que le maître peut tout. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas, c'est ne pas penser. Et nous commençons peu à peu à voir la relation entre les illuminations, les points d'étonnement, comme l'aurait dit Bibler, une relation pas du tout logique, mais vivante et même émotionnelle. Простите, Лев Исаакович, что я вас так бесцеремонно посадил в это кресло, но теперь без спонтанной импровизации вообще ничего сделать невозможно. Слишком быстро меняется мир. Pardonnez-moi, Lev Isakovitch, de vous avoir, avec aussi peu de cérémonie, installé dans ce fauteuil, mais maintenant, on ne peut vraiment rien faire sans improvisation spontanée. Le monde change trop vite. Сядешь эдак в кресло-качалку на балконе с приятной на ощупь книгой, с золотым срезом, откинешь шелковую закладку и погрузишься в чтение великой книги, признанного всеми философа. Но не спрячешься от войны, безумия, Холокоста, космоса, вируса и Эроса. Oui, donc on peut s'asseoir de cette façon dans le fauteuil à bascule sur un balcon avec un livre agréable à porter dans ses mains, dans un bien relié, doré, avec une tranche dorée. On rejette le marque-page de soie et on se plonge dans la lecture d'un grand livre, d'un philosophe reconnu par tout le monde, mais impossible de se cacher de la guerre, de la folie, de l'Holocauste, du cosmos, du virus et de l'éros. Как написал Бродский, «О, не выходи из комнаты, не совершай ошибки,
За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Oh, ne sors pas de la chambre, ne commets pas de faute. Au-delà de la porte, tout est privé de sens, surtout l'exclamation du bonheur. C'est de Brodsky, pardon, oui, je voulais, mais bien sûr, oui. C'est une citation de Теперь. Нет, дальше. Теперь, вот отсюда. Теперь, через 120 лет, апофеоз стал острее и дошел до кульминации, то есть до прямой опасности ядерной войны, гибели всего мира без малейших преувеличений. Maintenant, 120 ans plus tard, l'apothéose est devenue, a gagné en acuité et a atteint son point culminant, c'est-à-dire le danger pur et simple d'une guerre atomique qui menace tout le monde entier de ruines sans que on exagère quoi que ce soit. Мы знаем, что возможно немедленное и полное уничтожение нас, наших близких, наших наций, человечества, жизни. Отныне мы знаем, что мир также смертен. Мы должны жить, думая о границах небытия. Вот чудовищный вызов. Наше сознание должно продолжать существовать перед лицом небытия, не растворяясь в нем. Как не отчаиваться, пишет философ Эдгар Морен еще в 1995 году. Теперь ему 104 года, он живет в Париже. Oui, donc, voilà, donc nous devons vivre en pensant aux limites du non-être. Voilà un défi monstrueux. Notre conscience doit continuer à exister face au non-être et sans se dissoudre en lui. Comment, sans tressaillir, ne pas fermer l'œil, ne pas fermer les yeux devant le non-être? Comment ne pas se laisser tomber dans le désespoir? Écrit le philosophe Edgar Morin en 1995, le philosophe Edgar Morin qui a maintenant 104 ans et qui vit près d'ici à Paris. Он считает, что небытию противостоит только одна любовь. Il estime que ce qui s'oppose au non-être ne peut être que l'amour. Но мы не осознаем, а на что мы, собственно, надеемся, или на кого. Свято место пусто. Mais nous ne prenons pas conscience de tout cela et finalement, qu'est-ce que nous, au sens propre, nous espérons ou en qui mettons-nous notre espoir? Le lieu saint est vide. Когда к нам приходят новые интуиции, нам кажется, что свет нового понимания рождается из старого, что мое открытие получено понятными мне методами, и что я знаю, какими логическими шагами я сюда пришел. Ну, логика есть логика. Мне дорога моя нить, но, кажется, я знаю, где она началась, и я не думаю о том, что она могла разорваться на сложном пути. Lorsque il nous vient de nouvelles intuitions, nous avons l'impression que la lumière d'une nouvelle compréhension naît de l'ancienne et que ma découverte est obtenue par des méthodes que je comprends et que je sais par quelle démarche logique je suis arrivée ici. Bon, la logique, c'est la logique. Le fil que je tire m'est cher, mais il semble, je sache où il a commencé. Et je ne pense pas que ce fil pourrait se rompre quelque part sur mon chemin complexe. Цитирую вас. Раз вышел в путь, хочешь быть Тизеем и убить Минотавра. Нужно перестать слишком дорожить безопасностью и быть готовым никогда не выйти из лабиринта. Je vous cite, donc j'ouvre la citation. Puisque tu t'es mis en chemin,
tu veux être Thésée et tuer le Minotaure. Il faut cesser d'accorder trop de prix à la sécurité et être prêt à ne jamais sortir du labyrinthe. Все люди так или иначе пользуются в жизни здравым смыслом. В какой-то домашней реальности, среди очевидностей это работает. Более того, в этой естественной установке встречаются самые разные мыслители. Религиозные и атеисты, материалисты, идеалисты, словом все. Но в зоне здравого смысла все видят разное. И не видят друг друга. Вот если бы только они все такие разные стали бы обсуждать, что они видят, оказалось бы, что никакой общей зоны нет, даже нет общего языка. Tous les gens, d'une façon ou d'une autre, utilisent dans leur vie, se servent dans leur vie du bon sens. Dans une réalité domestique, parmi les évidences, ça fonctionne. Plus encore, dans cette ambiance naturelle, on rencontre les penseurs les plus différents, religieux et athées, matérialistes et idéalistes, en un mot, tous. Mais dans la zone du bon sens, chacun voit quelque chose de différent et personne ne voit l'autre. Voilà, par exemple, seulement si tous, eux qui sont si différents, se mettaient à réfléchir sur ce qu'ils voient, il se trouverait qu'il n'y a aucune zone commune, même pas de langue commune. Страшно, когда область здравого смысла сплачивается против любой свежей мысли, как было в СССР, а то и против самого мышления. Ce qui fait peur, c'est quand le domaine du bon sens est pris d'une espèce de... se soude contre n'importe quelle pensée fraîche, comme ça s'est passé en URSS, et même contre la pensée elle-même. Встречаясь с другим и начав слышать, что он говорит, мы начинаем мыслить. Вы предложили такой метод, о котором говорят, Шестов это не рассказывает, а показывает. В таком случае вы открыли язык событий. И мне кажется, что сейчас я здесь говорю языком события, то есть показываю. Lorsque nous rencontrons l'autre et que nous commençons à écouter, à entendre ce qu'il dit, nous commençons à penser. Vous avez proposé une méthode à propos de laquelle on dit Chestov ne raconte pas, il montre. Dans ce sens, vous avez découvert la langue de l'événement. Et il me semble que maintenant, je parle la langue de l'événement, c'est-à-dire je montre. Уважаемый Лев Исаакович, вы никогда не останавливались в мышлении, даже получив значимые результаты. Вы спорили с Гуссерлем, Хайдеггером, Андреем Белым бесконечно. Разговор должен продолжаться, это главное во всех ваших книгах, написанных как одна единственная, у которой нет конца. Etc., etc. Cher Lev Isaakovitch. Non, je disais Cher Lev Isaakovitch, vous ne vous êtes jamais arrêté dans votre pensée, même ayant obtenu des résultats tout à fait remarquables. Vous avez eu des conversations, des débats avec Husserl, avec Heidegger, avec André Bieli, des débats infinis. La conversation doit se poursuivre. C'est le principal dans tous vos livres, écrits comme un seul et unique, qui n'a pas de fin, etc., etc. Больше всего вы не любите начал и концов. И вообще заканчивать, полировать культурный консерв, как это назвал создатель философии психодрамы Якуб Морено, чтобы потом на него ссылаясь как на авторитет в какой-то области, но у вас нет темы, но есть метод. Plus que tout, vous n'aimez pas les débuts et les fins.
Et en général, ce que vous n'aimez pas, c'est achever, polir la boîte de conserve de la culturelle. C'est ainsi que l'appelait le créateur de la philosophie du psychodrame, Jacob Lévy-Moreno. Pour que ensuite, donc cette boîte de conserve, une fois bien polie, pour que ensuite on y fasse référence comme à une autorité dans tel ou tel domaine. Mais vous n'avez pas de sujet, vous avez une méthode. Шестов навигатор русской философии в Европе или стрелочник? Chestov est le GPS de la philosophie russe en Europe ou l'aiguilleur. Гениальный писатель Сигизмунд Крыжановский записал в эти годы: вы пришли к занятому человечеству, делайте свою жизнь и уходите. Cet écrivain génial, Sigismund Krzyżanowski, a écrit noté pendant ces années-là: vous êtes venus vers une humanité très occupée. Et faites votre vie et partez. Ah ben non, allez-y. Пророков никто не слушает. Часто в Европе говорят: если бы это было так хорошо, мы бы это уже знали. Les prophètes, personne ne les écoute. Si c'était si bien que ça, nous le saurions déjà. Но главное, мы забыли, что такое спонтанность. Не случайность, не хаос, а творческая спонтанность, которая теплится в каждом из нас от Бога. Mais le principal, nous avons oublié ce qu'est la spontanéité. Non pas le hasard, non le chaos, mais la spontanéité créatrice. Celle qui sommeille en chacun d'entre nous et qui est un don de Dieu. Без спонтанности мир исчезает. Остаются абстракции. Но главное, без спонтанности нет настоящего спонтанного выбора, свободного выбора предмета, метода и ценностей. Sans la spontanéité, le monde disparaît. Il ne reste que des abstractions. Mais surtout, sans spontanéité, il n'y a pas de choix réel, spontané, de choix libre de l'objet, de la méthode et des valeurs. Посмотрите на это кресло. Мы видим разную пустоту. Каждый видит свою. Мы посадили все в это кресло разных Шестовых. Regardez ce fauteuil. Nous voyons des choses différentes, un vide différent. Chacun voit le sien. Nous avons tous assis dans ce fauteuil des Chestov différents. Предлагаю вам посмотреть, какими дорогами вы пришли сюда сегодня, в этот зал. Иначе не поймешь всего момента здесь и сейчас, в этом зале, 18 мая 26 года. Je vous propose à tous, vous aussi, qui êtes assis dans cette salle, de regarder par quelle route vous êtes venus ici. Autrement, impossible de comprendre tout ce moment, ici et maintenant, dans cette salle, le 18 mai 2026. Как ни странно, сейчас это редкость. Знание задавило опыт, в том числе и опыт его применения. Aussi étrange que cela paraisse, à l'heure actuelle, c'est très rare. La connaissance, le savoir a écrasé l'expérience. Et entre autres, l'expérience de son usage. И если прерывается связь времен, то только философ может связать разорванные нити. Шестов начал как Гамлет, а возможно закончил как король Лир. И он говорил: мы живем в трагедии Шекспира. Только похоже, что Шекспира на наш нынешний мир не хватит. Et si la liaison des temps, le lien des temps est rompu, c'est
Seul le philosophe peut renouer les fils rompus. Tchekhov a commencé comme Hamlet et peut-être bien qu'il a fini comme le roi Lear. Et il disait que nous vivons dans la tragédie de Shakespeare. Seulement, il semble bien que Shakespeare même ne soit pas suffisant pour notre monde d'aujourd'hui. Но вот шестого, может быть, и хватит, если мы вообще сможем найти почву. И его философия неопределенности очень подвижна. И это кажется шатким и непрочным. Нужно выучиться ходить по земле, только тогда будет нам обеспечен успех на небе. И наоборот, кто не умеет ориентироваться в нашем мире, тот ничего не найдет в иных мирах. Писал Шестов. Oui, mais peut-être que Tchekhov, lui, sera suffisant. Si nous, d'une façon générale, nous pouvons trouver un terrain. Sa philosophie de l'indéfinissable est très mobile. Ça semble sans fermeté et sans solidité. Il faut apprendre à marcher solidement sur terre et alors le succès nous sera promis au ciel. Et, oui, au ciel. Et inversement, celui qui ne sait pas s'orienter dans notre monde, celui-là ne trouvera rien, même dans les mondes autres, écrivait Tchekhov. В таком случае прочность приходит не снизу от почвы, а сверху, от прочной связи с Богом. Однако никакой теологии у Шестого нет. Dans ce cas, la fermeté vient non pas d'en bas, du terrain, mais d'en haut, d'une relation, d'une liaison ferme, forte avec Dieu. Pourtant, chez Tchekhov, il n'y a aucune théologie. Парадоксально, но именно настоящей высокой трагедии нам сейчас так и не хватает. И ее глубокий смысл и необходимость вы анализировали в книге «Достоевский и Ницше». Именно в трагедии, как в художественном образе эпохи, встретились все трое – Ницше, Достоевский и Шестов. C'est paradoxal, mais c'est justement dans la haute et véritable tragédie, non, c'est justement cela qui nous manque, une tragédie haute et véritable. Son sens profond et sa nécessité, vous les avez analysés dans le livre Dostoïevski et Nietzsche. C'est précisément dans la tragédie, comme comme une image artistique de l'époque, qui se sont justement rencontrés tous les trois, Nietzsche, Dostoïevski et Tchekhov. Вы пишете, философия же есть философия трагедии, и завершаете эту книгу безнадежными словами Бодлера. Oui, Tchekhov estimait que la vie donc est... Oui, как вы сказали в конце? Не так... Заканчивайте словами Бодлера. Ah oui, et donc ce fameux livre, vous le terminez par les mots désespérés de Baudelaire. Aimes-tu les damnés, dis-moi, connais-tu l'irrémissible? И эта позиция требует большого мужества. И нам теперь еще больше. Спасибо вам, Лев Исаакович. Хотя вы сами не выдержали трагедии в жизни, вы умерли через 10 дней после «Хрустальной ночи» в Германии, возвестившей мир о начале геноцида, Холокоста. Ваше еврейское сердце сказало: «Нагим пришел я, нагим и уйду». Et cette position exige un grand courage. Et pour nous, maintenant, encore plus, merci à vous, Lev Isakovitch. Bien que vous-même, vous n'ayez pas subi de tragédie dans la vie, vous n'ayez pas subi la tragédie dans la vie, vous êtes mort 10 jours après la nuit de cristal en Allemagne, qui annonçait au monde le début du génocide de l'Holocauste. Votre cœur juif
a dit « Nu, je suis venu en ce monde, et nu, j'en sortirai ». До свидания, Лев Исаакович. Такие вот начала и концы. И шестовство мое здесь, в моем сердце. Bravo. Attendez, la traduction. Qui traduit la dernière phrase quand même. Bon, au revoir, Lev Isaakovitch. Vous avez dit les débuts et les fins, et vous êtes dans mon cœur. Bon, je précise que Roman est psychiatre en Allemagne. Enfin, il était à Moscou, maintenant en Allemagne. Maintenant, nous allons laisser la parole à Ekaterina Yusupova, qui est psychothérapeute et qui va parler de la sœur d'une des sœurs de Chestov pour situer Chestov dans son milieu. Je voudrais dire que je vraiment veux parler de... Il y a une photo que je peux vous montrer malheureusement comme ça seulement. Parce qu'il n'y a on pas la connaît d'autre... parce qu'on l'a déjà vue ici. Hein, ouais. Eh bien, donc, ce sont 4 sœurs de Léon Chestov qui ont entretenu toujours les relations très proches et très tièdes entre eux. Et cette droite, c'est Fania, de qui je vais parler. Et celle-ci, c'est Sonia, c'est notre... C'est un mystère, mais c'est notre arrière-grand-mère. Donc nous appartenons de ce point de vue, de partie de famille. Moi, je proviens d'une partie soviétique et Anne d'une partie française. Malheureusement, c'est bien difficile de parler pendant 10 minutes de la vie entière d'une femme qui a vécu 91 ans. Donc, mais je vais essayer. Et donc, excusez-moi, ça sera bien raccourci et surtout les citations seront raccourcies. Parmi les brillants rejetants de ces familles juives qui apportèrent tant à leur époque se trouvait Fania Schwarzman-Lovskaya, une des 4 sœurs de Léon Chestov et ma grand-tante à la 5e génération. Née à Kiev en 1873, elle quitte la Russie en 1898 pour étudier la philosophie à l'université de Berne, avec l'aide de son frère et son soutien, bien sûr. 10 ans plus tard, elle soutient une thèse doctorale consacrée à Ricoeur, c'est-à-dire à la théorie des connaissances, ce que nous montre un conflit caché, en fait, entre ces deux qui n'étaient jamais sortis à la surface. Donc, à mon avis, n'étaient jamais sortis. Bien sûr, je n'étais pas témoigne. Peu après son arrivée à l'université, elle épouse Herman Lovski, musicologue, compositeur et critique littéraire et artistique qui a laissé beaucoup de mémoires, de souvenirs. Elle a écrit des souvenirs sur Léon Chestov en particulier, avec qui elle vivra jusqu'à la fin de sa vie. Ils n'auront pas d'enfants. De 1914 à 1921, le couple vit à Genève. Dès 1917, Fania prend soin de 2 jeunes filles de leur ami Bach, une de lesquelles était ma arrière-grand-mère. Et l'une d'elles épousera plus tard son neveu, le neveu de Léon Chestov, et tous ces jeunes partiront à l'Union soviétique. C'est de cette branche qu'est issue la partie soviétique de la famille. Certains pensent que Fania avait déjà découvert la psychanalyse à Genève auprès de Sabine Spielrein. Pourtant, une lettre de 1922 indique le contraire. Écrivant de Berlin, elle raconte à ces jeunes que je viens d'évoquer qu'elle s'est engagée dans ce système inventé par Freud pour le traitement des maladies nerveuses qui peut être pratiqué non seulement par les médecins. Ajoutant, je ne sais pas si vous en savez quelque chose. Mais ça montre clairement qu'avant, elle ne s'engageait pas dans la psychanalyse. Donc, en 1922, à 49 ans, elle, avec son mari et leur mère, s'installe à Berlin. Elle entreprend une analyse didactique avec Max Eitingon, travaille à la polyclinique psychanalytique et devient en 1928 membre titulaire de la Société psychanalytique allemande.
La maison d'Eitingon, mécène et administrateur de la polyclinique freudienne et de la psychanalyse en général, était une véritable zone érogène du Berlin des années 20, où se mêlent la psychanalyse, les immigrants russes et les influences soviétiques du NKVD. Donc, il faut comprendre que le cousin d'Eitingon était un personnage assez odieux de NKVD et donc même soupçonné d'avoir organisé l'assassin de Trotsky, etc. Mais à ce moment-là, il se mêle de tout ça. On y croise Chestov, Trotsky, Naum Eitingon, une chanteuse agente Plevitskaya et son mari, ou encore Nabokov et beaucoup d'autres. Eitingon adore Chestov et cherche à rapprocher Freud et Chestov. Et de ces attentes, on a des témoignages drôles et instructifs. Chestov disait de Freud: il est regrettable que Freud soit devenu médecin plutôt que philosophe. Car s'il n'avait pas été retenu par les tâches particulières liées à la médecine, son audace... et son sens d'observation aurait pu le conduire à des découvertes extrêmement intéressantes. Et Freud écrit à Eitingon à propos de Chestov: vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces perversions philosophiques me paraissent étrangères. Le seul plaisir qu'elles me procurent est précisément de ne prendre aucune part à ce misérable gaspillage d'énergie intellectuelle. Pauvre Eitingon, qu'est-ce que je peux dire? Mais en fait, je pense que c'est aussi ça montre la position de Fania dans quel conflit elle se trouvait à ce moment-là. Cette période correspond à l'apogée de l'Institut psychanalytique de Berlin et de sa polyclinique où le traitement est accessible à tous sans distinction sociale. En fait, à cette période de 1921 jusqu'à 1925, la même chose était à l'Union soviétique sous le protectorat de Trotsky. C'était aussi la psychanalyse était très très socialiste, donc accessible pour tout le monde. En 1918, Freud déclare qu'un pauvre doit avoir autant droit à l'aide psychique qu'à la chirurgie qui sauve la vie. Il réclame des cliniques gratuites afin que les hommes détruits par l'alcoolisme, les femmes brisées par les privations et les enfants menacés de sauvagerie ou de névrose puissent retrouver une capacité de vivre et de travailler. On comprend l'enthousiasme de cette vision que cette vision suscite chez Fania. Il me semble remarquable qu'il choisisse précisément la psychanalyse et plus particulièrement son aspect lié au retournement de l'amour et de la haine et à la culpabilité et au surmoi persécuteur. Cet intérêt remonte à Kierkegaard et son concept de angst, de son concept et de concept d'Abraham, oui, point de départ commun à elle-même à Léon Chestov. Tous deux sont unis par une exigence éthique extrême qui les conduit pourtant dans les directions opposées. Pour Chestov, la tragique véritable de l'existence humaine se situe au-delà de toute thérapie. La psychanalyse risque même d'éloigner l'homme de la vérité tragique de l'être. Là où le philosophe voit la vérité, la psychanalyse voit conflit pulsionnel, transfert et dépendance à l'objet. Au centre de la réflexion de Fania se trouve la déception envers l'objet parental et la haine inconsciente qui en découle. Mais elle cherche précisément à montrer que la haine n'est que l'envers d'un amour frustré. C'est ici pour elle que commence la possibilité de la guérison, dans la transformation de la haine de nouveau en amour. Pardon, excusez-moi. Ne suis-je pas la seule à entendre ici les échos du grand cri biblique et chestovien « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme l'écrit Rachel Bespalov, déjà évoqué aujourd'hui, lorsque l'être humain est confronté à l'insupportable, le cri de peur et de faiblesse qui lui échappe, possède-t-il un rapport avec la vérité? Je crois que c'est précisément à la place de destinateur de ce cri que vient se tenir le psychanalyste.
Peut-être Fania ne l'aurait-elle pas formulé aussi, mais la psychanalyse déplace le conflit à l'intérieur de l'homme. Il n'y a pas de Dieu dans le ciel, il n'existe que dans l'âme humaine. Mais tout l'enjeu est que sa présence et la qualité de cette présence dans cette âme a plus d'importance que sa présence ou son absence dans le ciel. Après l'arrivée de Hitler au pouvoir, Lelowski quitte Berlin pour Paris en 1933. Voilà ce que le secrétaire de la Société psychanalytique allemande écrit à Fania, qui quitte la société en février 1934. Que reprochez-vous à la société? D'être loyal envers le gouvernement et de vouloir préserver la psychanalyse en Allemagne? Je sais que si j'étais à la place des collègues juifs, je n'hésiterais pas un instant à sacrifier la personne à la cause. À Paris, Fania rejoint la Société psychanalytique de Paris. Il publie un travail sur le surmoi et son opposition à la guérison et son opus magnum, son recherche psychanalytique sur Kierkegaard. On voit déjà apparaître chez elle une préférence pour l'efficacité clinique plutôt que pour l'orthodoxie théorique. On peut le voir dans sa discussion à la Société de la Revue française de psychanalyse en 1934. Vous pouvez trouver cette discussion avec elle. Elle mène une pratique active et parmi ses patients figure l'écrivain allemand Raymond Queneau. En décembre 1939, vraiment, excusez-moi. Lelowski quitte Paris pour la Palestine, où Eitingon vit déjà. Ici, je dois faire un petit détour. Excusez-moi. Autour d'elle, Fania rassemble les éducateurs, instituteurs et responsables de jeunesse afin de former des pédagogies spécialisées dans le travail avec les enfants et les adolescents difficiles. Inspirée par la méthode d'August Eichhorn, elle anime pendant toute la guerre et après-guerre le séminaire et le groupe thérapeutique, c'est-à-dire pendant 13 ans, elle travaille. Mais au début des années 50, une vive controverse éclate autour de la légitimité analytique de ce séminaire, craignant qu'il ne compromette la réputation de la psychanalyse. La Société psychanalytique israélienne décide en 1952 de fermer le séminaire pédagogique. Ainsi, au lieu de reconnaître comme membre d'honneur cette dame de presque 80 ans, membre de 3 sociétés psychanalytiques qui forment depuis 13 ans des éducateurs pour adolescents difficiles, on exige d'elle un rapport démontrant l'orthodoxie de sa position freudienne. Elle refuse parce qu'elle y voit un processus exemplaire. Et donc son séminaire est fermé pour le libéralisme. En 1956, Fania Hermann quitte la Palestine pour Zurich. Hermann meurt peu après. Fania vivra vers 1964. En 1952, il publie une étude sur Gandhi. Et puis, en 1956, un travail sur le masochisme où elle fait un très bon travail métapsychologique. Dans son texte sur Gandhi, elle soutient que la culture repose largement sur la transformation du conflit et de l'ambivalence. Elle n'oppose pas le névrose et la santé, mais deux devenir possible de la névrose, l'agressivité tournée vers la destruction ou cette même agressivité transformée en action éthique. Son contemporain Shlomo Itzhaki dit que Fania décrit Fania comme une personnalité forte et obstinée. Une de ses patientes la voyait comme une grande princesse, tandis qu'un témoin plus ancien la décrivait comme une sorcière émédée. Beaucoup se souviennent de son enthousiasme sincère pour la vérité de la psychanalyse et de sa foi dans la possibilité d'améliorer l'humanité par l'éducation et par l'approche analytique. Voilà.